La réalité jusqu'à aujourd'hui, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, pour certains gaz, continuent à augmenter, c'est par exemple le cas du méthane, et pour celui qui a l'effet le plus important sur le climat, le dioxyde de carbone, stagne depuis 3 ans. Donc ce n'est pas suffisant. Les promesses des États exprimées au moment de la COP21, si on les traduit en émissions de gaz à effet de serre, ça se traduit par un ralentissement du rythme d'augmentation, mais pas encore une stabilisation ou une baisse d'ici à 2030. Donc on comprend bien que ce n'est pas la trajectoire la plus adéquate pour parvenir à limiter l'ampleur du réchauffement, en particulier largement en dessous de 2 degrés. Le GIEC prépare actuellement un rapport justement sur cette question, un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement global, à la demande de la COP21, pour regarder à la fois les impacts d'un réchauffement supplémentaire de 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, mais aussi les impacts évités si le climat se stabilise à 1,5 degré par rapport à 2, et aussi les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec cet objectif. Donc ce rapport sera rendu public en octobre prochain. Il sera soumis pour approbation au gouvernement à Incheon, en République de Corée, au mois d'octobre. Donc le dernier rapport du GIEC en 2013-2014 était très clair. Pour réduire les rejets mondiaux de gaz à effet de serre, il faut agir sur un ensemble de secteurs. En premier lieu, le secteur de la production d'énergie et de la production d'électricité, mais aussi sur les systèmes agricoles, et donc les émissions de gaz à effet de serre associées à la production agricole, à l'usage des terres. Et puis les systèmes urbains jouent aussi un rôle extrêmement important. Les villes aujourd'hui représentent 3/4 des rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Et donc il y a un potentiel à agir en termes d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, sur les transports, sur les bâtiments spécifiques aux villes, avec un potentiel extrêmement important. Alors moi, j'ai le sentiment que les rapports du GIEC ont un poids de plus en plus solide parce qu'ils regardent 2 facettes. Ils regardent les risques associés à un changement climatique non maîtrisé, mais aussi les options pour y faire face, donc les solutions vis-à-vis de l'adaptation à un climat qui inéluctablement va continuer à changer, et puis les options pour agir pour limiter l'amplitude du réchauffement climatique tout en assurant un développement durable. Et les rapports du GIEC sont également utilisés pour les politiques nationales. Ils peuvent être aussi utilisés par le secteur privé. On voit vraiment une prise de conscience des acteurs du monde de l'entreprise sur un potentiel de nouvelles activités et d'occasions de développement appuyées sur la science. Et puis la dernière frontière que je vois, c'est celle des acteurs à l'échelle subnationale, en particulier des villes. Et on organise à Edmonton une conférence internationale sur les villes et les sciences du changement climatique, avec des acteurs de terrain dans les villes, des acteurs du monde de l'entreprise, des élus, des maires, et des acteurs du monde scientifique, de différentes communautés scientifiques. Et il y a vraiment une aspiration dans tous les endroits du monde, pays développés, pays en développement, à avoir de nouvelles connaissances qui soient pertinentes pour guider les choix à l'échelle des villes. Il y a un manque de connaissances aujourd'hui, et donc on sent qu'il y a un potentiel pour que les prochains rapports du GIEC touchent en fait d'autres utilisateurs que les gouvernements qui, par mandat, en sont les destinataires. Là, on va préparer donc 3 rapports spéciaux pour 2018-2019 et nos rapports complets pour 2021, notre synthèse pour 2022. Ce sera disponible pour l'inventaire global de l'accord de Paris en 2023.